Christophe, Bonjour. qui est donc un moderniste. Moi, je suis de génération archaïque qui fonctionne avec du papier. Lui, il a un iPad, il a pris ses notes dessus, c'est très bien. Tu es le fondateur de Euractiv.fr. Alors, il faut expliquer ce que c'est, parce que comme ça permettra à la salle de se rendre compte que tu es un petit peu fêlé, puisque tu as décidé, dans un contexte d'europhobie latente, de monter un site presse d'information sur les politiques européennes, sachant que la presse est aujourd'hui dans une économie absolument florissante et que les Français raffolent de l'Europe, puisque notre ministre du redressement productif s'est encore adressé à un notable en disant qu'il était le carburant du Front National. Donc, dans cet environnement éminemment favorable, tu as décidé de lancer Euractiv.fr. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue cette idée? Et est-ce que tu le regrettes? Eh bien, 6 ans après, pas du tout. En effet, c'est une idée un peu folle que d'entreprendre dans la presse, avec tout ce qu'on dit sur la presse, cette crise, les gens ne lisent plus, ne paient plus pour l'information. Et en plus, la presse sur les politiques européennes, qui est quand même un des sujets les moins attirants qui soit. Pour avoir une vendeuse, il vaut mieux parler d'immobilier ou de franc-maçon ou de la cravate de François Hollande que des institutions européennes. Mais pourtant, ça marche. Ça fait maintenant 6 ans, Euractiv.fr. On est une petite équipe de 10 personnes à Paris, 15 à la rentrée. On est rentable depuis 3 ans, ce qui est important parce que pour être utile dans l'information, il faut être indépendant. Et pour être indépendant, il faut être rentable. Alors pourquoi l'Europe? Pourquoi cette folie? C'est vrai que l'Europe, ça ennuie tout le monde. C'est un sujet qui est loin, qui nous semble étranger. Et pourtant, on le dit souvent, et il y a une part de vrai dans certains secteurs, c'est quasiment 80% de nos lois qui sont décidées à Bruxelles. On est dans un paradoxe assez fou, où une énorme partie de nos lois, de ce qui décide de notre vivre ensemble, est décidée dans un endroit qui est sous couvert médiatiquement. Autant les médias sont hyper concentrés sur ce qui se passe à l'Élysée, autant Bruxelles les intéresse très peu. Et ça crée une situation démocratique vraiment problématique, où en fait les gens n'ont pas l'impression de comprendre et donc de ne pas pouvoir contrôler une énorme partie des lois qui les régissent. Nous, il nous a semblé qu'il fallait justement couvrir ce sujet-là, faire comprendre ce qui peut se passer à Bruxelles, décrypter tout ce qui se passe dans ces institutions qui ne sont pas très loin en TGV, mais très loin dans nos esprits et dans nos cœurs. L'Europe, on peut être contre, on peut être pour, c'est pas le sujet, mais pour la critiquer, il faut déjà le comprendre pour pouvoir la critiquer en connaissance de cause. Alors, on va parler un petit peu plus loin des entreprises et en prenant l'exemple des entreprises de presse, de voir un peu le rapport business-friendly selon les pays. Mais peut-être d'abord, justement, pour comprendre, dans un climat aussi europhobe, quelles sont les personnes qui sont abonnées ou qui ont envie d'aller sur Euractiv.fr? C'est-à-dire, quels sont les Français qui, malgré tout, aiment l'Europe? Est-ce que les entrepreneurs aiment l'Europe, par exemple? Alors, on n'a pas des abonnés qui aiment l'Europe, mais qui ont besoin de comprendre ce qui se passe à Bruxelles. Notre secret, c'est qu'on n'a pas voulu attaquer le grand public qui, de toute façon, ne s'intéressera pas à ce qui se passe dans les institutions européennes, comme à la limite aux États-Unis, le grand public ne s'intéresse pas en détail de ce qui se passe à Washington. Nous, on a ciblé un public qui a besoin de comprendre ce qui se passe à Bruxelles, les professionnels des politiques publiques. On parle des élus ou de leurs assistants, des lobbies en entreprise, mais aussi des lobbies dans les ONG, tout cet écosystème professionnel des politiques publiques. Notre secret, il est là. Ensuite, le modèle économique, aujourd'hui, c'est celui d'un contenu gratuit. Donc, même si on cible ces professionnels, on écrit et on est content d'être utile plus largement, avec tout le monde qui peut lire notre contenu, et des services de publicité qui sont vendus autour par une régie interne, donc des commerciaux qui vendent des espaces de pub et des événements qui sont organisés pour ces professionnels. Alors, comme je le disais à l'instant, on va essayer de comprendre un peu, est-ce qu'il y a des pays d'Europe qui sont plus business-friendly que nous, puisque c'est quand même le but d'un site comme le tien de regarder un peu de ça, et peut-être, comme on parle souvent de ce qu'on connaît bien, partir du cas de la presse. La presse française, elle est malade. L'économie française, on dit souvent qu'elle est malade aussi. Mais la presse française, elle a ceci de particulier qu'elle est sans doute celle qui est la plus aidée par la puissance publique dans le monde. Et pourtant, malgré ça, malgré des aides massives de l'État, elle s'en sort pas. J'imagine donc que dans les autres pays d'Europe, par conséquent, il y a moins d'aides et donc elles doivent être encore plus mal. Eh bien non. En effet, c'est vrai que on est dans un pays, la France, où
plus de 12% du chiffre d'affaires du secteur de la presse sont des aides publiques, ce qui est un cas quasiment unique. Il y a seulement 3 pays dans le monde qui ont des aides directes à la presse, la France, l'Italie, et je crois que le troisième, c'est la Corée du Nord, ce qui n'est pas très encourageant. Et pourtant, c'est vrai qu'on n'est pas forcément le pays où il y a le plus d'indépendance, le plus de liberté, le plus d'innovation. Et paradoxalement, l'innovation en France, ces dernières années dans la presse, elle vient de petits acteurs qui ne sont pas forcément les acteurs les plus aidés par la puissance publique. Non, mais d'ailleurs, ça fait le parallèle avec ce que disait Vincent Ricordo, c'est qu'aujourd'hui, quand je vois des nouveaux acteurs, des nouveaux formats qui veulent se lancer, justement, ils passent par des plateformes de crowdfunding parce qu'ils auront du mal à trouver des investisseurs traditionnels. Tout à fait, tout à fait. Et un petit disclaimer, mais je suis vice-président du syndicat de la presse en ligne, qui regroupe plus de 70 sites d'information indépendants en ligne, dont Mediapart, Rue 89, Slate et d'autres. Et on est le seul syndicat de presse à se battre justement pour la fin de ces aides directes de l'État qui nous semblent contre-productives pour l'innovation et l'indépendance de la presse. Et c'est un combat qu'on mène de longue date et qui avance. Ces aides sont en train d'être complètement refondées. Donc on peut imaginer que dans quelques mois, le paysage sera un peu différent. Alors, puisque c'est une partie qui s'appelle Ailleurs aussi, qu'est-ce que les autres pays d'Europe font de mieux que nous, notamment en matière de presse, mais peut-être que dans d'autres secteurs, vous avez identifié des pratiques plus business-friendly ou société civile-friendly, puisque Osons la France, c'est avant tout le forum de la société civile. En effet, il y a des initiatives, notamment dans mon créneau des politiques, qui sont passionnantes ailleurs. Il y a des pays, par exemple, comme aux États-Unis, où les prises de position des lobbies sont dans des bases de données qui sont accessibles à tout le monde. Donc tout ce milieu du lobbying qui inspire notre méfiance, qu'on associe souvent à la corruption en France, alors qu'au fond, il est bien naturel que les élus écoutent la société. La société, c'est les ONG, les associations, mais aussi les entreprises. Tout ce milieu qui suscite notre suspicion peut être beaucoup plus transparent. Et il peut y avoir, par exemple, ces bases de données qui sont très utiles. Nous, on veut lancer ça du coup aussi, et on lancera ça en septembre, pour jeter de la transparence sur ce monde-là. Aux États-Unis, un site comme Politico, par exemple, a jeté une transparence énorme sur tout le monde du lobbying à Washington et a fait beaucoup de bien au débat public et donc à la démocratie. Peut-être pour finir, une ou deux bonnes pratiques identifiées à l'étranger qu'on pourrait répercuter chez nous. Si vous êtes vice-président de la presse en ligne, vous nous avez parlé des suppressions de certaines aides, ce qui peut être une voie, mais est-ce que vous verriez en revanche d'autres modes de financement ou d'autres lois qu'il faudrait importer en France, qui nous viendraient d'autres pays d'Europe, pas forcément dictées par Bruxelles, mais qu'on pourrait aller piocher chez nos amis alors je sais pas, tout le monde est en crise, alors si on cite encore les Allemands, il y en a qui vont faire la gueule, mais... Un autre aspect où la France est un peu en retard, c'est dans le droit à l'information, par exemple. Aux États-Unis ou dans l'Europe du Nord, l'information produite par l'administration est par défaut publique. Tout citoyen, tout journaliste a le droit d'accéder à tout document créé par l'administration, sauf s'il y a des bonnes raisons pour qu'il ne soit pas public, par exemple pour la secret défense. Mais il doit passer devant un jury qui décide que le document est secret. Or, en France, c'est une situation complètement opposée, où l'administration, par défaut, garde ces documents secrets. Et un citoyen qui veut accéder à des documents administratifs doit souvent demander à la CADA, qui est un comité qui valide que le document peut lui être partagé. Ça crée beaucoup de problèmes pour les journaux, qui n'ont pas accès à beaucoup d'informations, à la façon dont les lois, l'administration fonctionne. Cette opacité qui crée là aussi de la suspicion est très problématique. Et donc c'est notre dernier cheval de bataille au syndicat de la presse en ligne de créer une grande loi de l'accès à l'information, du droit à l'information, qui permette à tout citoyen, mais aussi à tout journaliste, d'accéder à toutes les informations publiques et administratives. Alors, peut-être un petit mot de conclusion, parce qu'on a parlé uniquement de la presse, parce qu'effectivement, vous êtes un entrepreneur de la presse, vous êtes même un serial entrepreneur, parce que là, aujourd'hui, il y a Euractiv.fr, mais vous avez aussi fondé un site sur lequel moi, je vais beaucoup, parce que c'est un bon site de contribution au débat, qui s'appelle Telos. Voilà, ça, j'aurais fait la pub, si vous n'avez pas eu à la faire vous-même, mais telos.fr, c'est plutôt intelligent, et c'est des contributions de très bon niveau. Est-ce que les problèmes de financement, au fond, et de l'écosystème qu'on retrouve dans le cas de la presse, vous paraissent assez symptomatiques d'un mal français qui est une espèce de toute-puissance vers l'État, une méfiance instinctive vers tout ce qui nous serait imposé de l'extérieur?
C'est vrai qu'il y a un aspect très français d'obsession de ce monarque républicain, et la presse, et on est aussi en partie responsable, mais la presse fonctionne comme si l'Élysée avait encore tous les pouvoirs à l'intérieur de l'État, alors que les lois de décentralisation sont passées par là, et les territoires ont une bonne partie de ce pouvoir-là aujourd'hui, comme si l'État avait encore toutes les marges de manœuvre qu'il avait il y a encore quelques décennies, alors qu'avec son déficit, ces marges de manœuvre sont limitées, alors qu'avec la montée en puissance de la société civile, que ce soit les entreprises ou les ONG, l'État est moins seul à décider. Et comme si enfin la France pouvait décider seule de son destin, alors qu'aujourd'hui ce qui se décide à Washington, à Pékin ou à Berlin impacte directement la France. Et on ne peut pas comprendre, on ne peut pas vouloir décider seul comme on pouvait peut-être, ou peut-être était-ce déjà une illusion il y a quelques décennies. Donc oui, c'est vrai que ce nombre de une des hebdomadaires français sur François Hollande me paraît tout à fait hallucinant. Il y a ce décalage entre la réalité du pouvoir politique et sa couverture médiatique est assez effarant. Ce sera